Alors, Albert Bourgi, l'Afrique peut-elle faire économie de tous ces atouts, de toutes ces potentialités que présente le continent africain? Oui, écoutez, je crois que tout le monde partage, et moi le premier, les analyses du professeur Ibader Thiam, de notre grand frère Ibader Thiam. L'Afrique a de nombreux atouts, l'Afrique a de nombreux atouts à faire valoir, bien évidemment, à ses partenaires, au bloc américain, au bloc européen, au bloc asiatique, incontestablement. Et je pense que ces atouts eux-mêmes doivent être d'une certaine manière brandis collectivement, parce que les États africains, justement, peuvent, à travers les organisations, par exemple continentales, l'Union africaine redynamisée, peut très bien, justement, faire en sorte que les pays, les États-Unis ou les autres, les pays américains, les pays européens, les pays asiatiques, s'intéressent, mais désormais, s'intéressent certes à l'Afrique, mais partagent également justement les fruits de ces fameuses des ressources africaines, les partagent avec notamment l'Afrique et notamment avec chacun des États et à travers les États, les populations elles-mêmes. Mais moi ce que je disais tout simplement, c'est que c'est vrai qu'il y a 4 ans, nous étions peut-être enthousiastes à l'excès. Moi, je me souviens le discours d'Accra, comme tout le monde ici, sans doute autour de cette table, en tout cas à ces micros, a fait de même. J'attendais le discours. C'était un superbe discours, incontestablement, superbe discours, mais qui n'a pas été véritablement suivi des faits. Les États-Unis d'Amérique, certes, avaient autre chose à faire. Les États-Unis d'Amérique avaient d'autres priorités stratégiques, on l'a vu, et tout à l'heure, nos Américains, nos amis américains l'ont dit clairement. Il fallait se désengager, il fallait montrer que finalement l'Amérique n'était plus la puissance interventionniste qui était quasiment caricaturée un petit peu partout. Et qu'au fond, elle pouvait apporter précisément quelque chose de plus constructif, notamment aux partenaires extérieurs et en particulier à l'Afrique. Mais je pense franchement que les atouts qui sont incontestables et qui sont, me semble-t-il, ça a été décrit par le professeur Ibader Thiam de manière minutieuse, mais qui sont encore plus amples et sans doute plus comment dirais-je, plus recherchés qu'on peut l'imaginer. Ces atouts peuvent être également se transformer pour les pays extérieurs en de véritables enjeux. Aujourd'hui, il est incontestable, par exemple, que le pétrole du golfe de Guinée, le pétrole est recherché par tous les pays et que les États-Unis en tête, la Russie, la Chine et les autres, bien évidemment, sont à s'activer, à avoir également leur place précisément dans ces enjeux. Ceci étant, les enjeux eux-mêmes peuvent provoquer également des conflits. Je ne pense pas que le professeur Ibader Thiam peut me démentir que la guerre qui a été menée en Libye n'avait pas simplement pour objectif de dégager Kadhafi, qu'on a découvert subitement comme étant un dictateur, le plus dictateur des dictateurs. Il y avait des enjeux économiques, il y a des enjeux financiers, également en Syrie. Donc je crois que ce qu'il faut voir, c'est, me semble-t-il, pour revenir justement à l'élection américaine, je pense que la grande force d'Obama, et je pense qu'il va poursuivre justement dans cette direction, me semble-t-il, après sa réélection, c'est d'avoir pris la mesure, que l'Amérique n'était plus une hyperpuissance, Bachir l'a dit tout à l'heure, n'est plus une hyperpuissance, elle ne peut plus apparaître ou montrer ses muscles de puissance planétaire, et la deuxième chose, me semble-t-il, que les Américains ont perçu, ce sont les bouleversements qu'il y a sur la scène internationale, l'apparition de nouveaux rapports de force stratégiques. Aujourd'hui, les pays d'Amérique latine pèsent, le Brésil pèse, l'Asie n'en parlons pas, la Chine, l'Inde, etc., etc. Et l'Afrique demain, bien évidemment. Et il suffit simplement de voir la manière, par exemple, dont les États-Unis d'Amérique, avec Obama, a fortiori avec les précédents présidents, je pense notamment, on parlait tout à l'heure de Bush, mais de Reagan, c'est pour cela, par exemple, que les États-Unis d'Amérique, jusqu'à maintenant, freinent, quand même, qu'on le veuille ou non, toute transformation de l'Organisation des Nations Unies, tout simplement pour justement maintenir un certain équilibre, et en particulier au sein du Conseil de sécurité, et parmi les membres permanents du Conseil de sécurité. Oui, Baymar, si je peux dire un mot. Oui, allez-y, dame, oui. Oui, l'analyse du professeur Ibader Thiam, c'est vrai que du point de vue du potentiel de l'Afrique, c'est un continent extrêmement important. Mais il est resté au niveau potentiel depuis avant le colonialisme. Et nous n'avons pas changé réellement, profondément dans ce sens. Vous savez, il y a des gens dans le monde, surtout en Afrique, qui considèrent que la concurrence que la Chine va opposer aux États-Unis sur le continent africain, c'est une aubaine pour nous. Non.
la Chine investit moins de 2% de son investissement à l'extérieur, en Afrique. En Afrique. Et la Chine investit sur les coupons de trésor de l'Amérique presque 1000 fois plus que ce qu'elle investit en Afrique. C'est qu'en réalité, le discours d'Accra dont parlait mon ami Albert tout à l'heure, c'est que ce discours-là, c'est un discours de la boule en plus conséquent. Parce que ce qui est sûr avec l'économie américaine, à part les secteurs de rente, comme le pétrole, comme les télécommunications et autres, où on peut se faire des milliards en un an et rentrer chez soi, le secteur privé américain ne viendra pas en Afrique tant qu'on n'aura pas des institutions fortes. Et je pense que quand on va me parler Absolument. Quand on va me parler d'hommes forts, c'est justement ce qui a justifié à partir des années 61, 72, jusqu'à la fin des années 80 pratiquement, les coups d'État, parce qu'on disait que les pouvoirs démocratiques étaient dirigés par des gens faibles, etc. Donc il fallait un général qui vient mettre tout le monde au travail, mettre tout le monde au pas. C'est ça qu'on appelle des hommes forts qui sont devenus des tueurs en réalité de l'initiative africaine. Donc, je vous dis, la Chine n'est pas en concurrence avec les États-Unis sur l'Afrique, parce que l'investissement de la Chine dans l'Asie du Sud, en Amérique latine, en Amérique du Nord, dépasse de loin les capacités. Et si vous avez bien écouté le raisonnement du professeur Iba Der Thiam, il compare le potentiel de l'Afrique, 1 milliard d'individus, à des pays qui font moins de 12 millions, ou bien qui font moins de 30 millions, la Corée du Sud comparée à un continent, la Suisse comparée à un continent, la Norvège comparée à un continent. Cela veut dire que ce continent-là ne pèse pas sur le plan des affaires, sur l'échiquier mondial. Et l'Amérique est intéressée par l'échiquier mondial, dirigé par Romney, dirigé par Barack Obama, dirigé par un autre Africain même né sur le continent. L'Amérique s'intéressera à ce que l'Afrique représente en termes de potentiel d'investissement. On ne peut pas investir dans des pays où on n'est pas sûr que dans 5 ans, on aura les mêmes interlocuteurs. Et il n'y a pas d'État qui fonctionne. C'est ça qui est la vérité. L'Afrique n'est pas en meilleure position qu'il y a de cela 20 ans. C'est ça la réalité. Il faut qu'on le comprenne. Tant qu'on n'aura pas décidé, nous, dans notre tête, de développer nos pays, je vous dis, d'ici à 10 ans, peut-être probablement, l'investissement américain aux îles du Cap-Vert va dépasser de loin l'investissement au Sénégal. Ok, dame, oui. Avec les mêmes systèmes. Oui, professeur. Voilà. Non, mais je voudrais simplement lui dire que les handicaps que l'Afrique a connus, très peu de continents les ont connus. C'est quand même un continent qui pratiquement depuis le 15e siècle n'a pas pu déterminer son destin en toute liberté. C'est un continent qui a été vidé de l'essentiel de ses forces productives par la traite négrière. C'est un continent qui a connu le système colonial avec ses aspects les plus négatifs, notamment la loi sur l'indigénat. C'est un continent qui ensuite a bénéficié d'un système de paternalisme dans lequel on a mis en place des régimes dont l'objectif était de maintenir le continent sous dépendance. Tous ceux qui avaient été jadis des membres de la FEANF, de l'Union générale des étudiants d'Afrique noire, du Parti africain de l'indépendance, du PR Sénégal et consorts, mais également dans d'autres États, des instructions très précises avaient été données pour qu'on les tienne hors des sphères du pouvoir. L'Afrique a subi une exploitation, une domination comme le monde n'en a jamais connu. Comment maintenant transformer cela en affaires? Je vais venir justement à ça. J'ajouterai également la situation qui a prévalu avec l'apartheid. C'est la raison pour laquelle, avec tous les retards qui ont été accumulés, l'exploitation systématique dont nous avons été l'objet, si bien que nous ne sommes même pas capables d'avoir une monnaie nationale, la perspective de nous regrouper en confédération nous effraie, alors que les États-Unis sont partis avec un groupe de 13 États pour arriver à là où ils en sont aujourd'hui. La perspective d'élaborer des projets qui nous permettent de prendre en compte notre avenir en tenant compte de nos besoins et de nos préoccupations, tout cela nous a été totalement, n'est-ce pas, nous en avons été totalement sevrés. Tout ceci fait que quand aujourd'hui l'Afrique, malgré tous ses handicaps, les surmonte et se hisse au niveau des pays qui sont présentés comme des références, comme des modèles de réussite, avec un PIB suffisamment valorisant pour qu'on les présente comme des modèles, je pense que cela est important. Cela est extrêmement important. Et je suis contre ce discours afro-pessimiste
qui consiste à présenter l'Afrique comme un continent qui n'a presque pas bougé. N'est-ce pas? J'estime que comparer l'Afrique aujourd'hui avec un pays tel que le Brésil, n'est-ce pas, pour dire que l'Afrique a 1543 milliards de dollars contre le Brésil qui a 1575 milliards de dollars, ça a une signification. Ça montre que nous posons d'un poids dans l'économie mondiale. Présenter aujourd'hui l'Afrique subsaharienne avec 569 milliards face à un pays tel que l'Australie qui a 1015 milliards, qui n'a pas connu les problèmes que nous avons connus, ça me paraît encore extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut positiver tout cela et non pas le présenter de façon négative. Ensuite, je pense que les élites africaines ne se sont pas croisées les bras. Elles se sont battues. S'agissant maintenant de ce qui s'est passé depuis l'indépendance, tout le monde sait que ce qui a été mis en place avait été mis en place sur la base d'instructions qui avaient été reçues. Senghor était resté au pouvoir du 17 juin 1951 jusqu'au 31 décembre 1980, soit pendant 29 années, dont 20 pendant les années d'indépendance, n'est-ce pas? Houphouët-Boigny a une longévité beaucoup plus longue encore. Le RDA a été créé en 1946. Houphouët restera au pouvoir jusqu'à la date de sa mort, le 7 décembre 1993. 47 années de pouvoir. Mais parce qu'il a arrangé le monde occidental, c'est le monde occidental qui le maintenait. Et les adversaires de Houphouët étaient complètement persécutés, victimes de complots fictifs et persécutés, n'est-ce pas? Cela n'a pas gêné l'Occident. Et Adema, quand il a pris le pouvoir, le Togo était sur le point de créer sa propre monnaie. Il est resté président de 1967 à 2005, soit pendant 38 années, n'est-ce pas? Tout le monde sait également qu'aujourd'hui le Cameroun fête son 30e anniversaire de l'accession au pouvoir de son actuel président. Là, bon. En Angola, c'est 33 ans de pouvoir. Ça ne gêne pas ceux qui sont là-bas. Quand l'Éthiopie a perdu récemment son premier vice-président, son premier ministre, tout le monde a été... Je dis encore une fois, moi je ne me laisse pas entraîner dans ces ruses qui consistent à se servir des Africains quand ça les arrange et à s'en débarrasser quand ça ne les arrange pas. Je dis que l'Afrique est en train de suivre son chemin comme les États-Unis ont suivi leur chemin. Avant que les États-Unis n'en arrivent à la situation dans laquelle ils sont et qui font qu'aujourd'hui encore, même en matière de démocratie, on parle de monitoring du système électoral américain, ils ont traversé des épreuves extrêmement difficiles, n'est-ce pas? Pendant longtemps, les gens ont voté en utilisant le sens. Les femmes n'avaient pas le droit au vote, elles n'avaient pas droit à l'enseignement supérieur, etc., etc. Il a fallu une guerre pour supprimer l'esclavage. Mais les États-Unis sont ensuite parvenus à bâtir une démocratie progressivement à y arriver. L'Afrique n'a pas encore atteint ce niveau-là. Il faut par conséquent lui accorder aussi un peu de compréhension pour qu'on sache que nous sommes obligés de marcher selon un rythme qui n'est pas celui que les autres États ont connu dans d'autres circonstances. Voilà pourquoi je pense que ce que l'Afrique est en train de faire ne me paraît pas mauvais en soi. Et il faut au contraire encourager les équipes qui sont mises en place. Vous dites on ne machine pas, on ne va pas investir dans des États où vous ne savez pas ce qui va arriver dans quelques années. Mais il y a des États indépendants en Afrique qui sont extrêmement stables. C'est le cas du Sénégal. Les États-Unis y ont bien amené le MCA et ça a donné des résultats. Ils nous ont ouvert la voie vers l'AGOA. Ça a donné des bons résultats, ça a donné des résultats moins bons. Il y a d'autres États africains qui sont des modèles également de stabilité. Mais il y a des États africains qui sont des dictatures qui sont soutenues aujourd'hui par des pays démocratiques occidentaux. Vous pensez que ce qui se passe en Ouganda, c'est la démocratie? Absolument pas du tout. Absolument pas du tout. Même en Afrique du Sud. On s'est permis de tuer 44 syndicalistes sans que cela n'entraîne aucune conséquence. On aimerait bien savoir ce que pensent le professeur Mamadou Diouf et Souleymane Diagne de l'afro-pessimisme tantôt évoqué par le professeur Ibadar Thiam. Mais avant moi je pense que aujourd'hui la discussion, pour moi, n'est plus une discussion autour de ce qui s'est passé dans le passé, qui est très très important, qui a des conséquences qui perdurent dans les sociétés africaines. Mais aussi, la question n'est pas de savoir quelles sont les potentialités en Afrique, parce qu'on les connaît depuis très longtemps. La question est de savoir, comme Maïwa disait, pourquoi on n'y arrive pas, ou pourquoi on y arrive plus difficilement que les autres. Et il faut, à mon avis, regarder les choses complètement. Le professeur Ibadar Thiam
a dit des choses qui sont très importantes et qui sont vraies. La deuxième chose importante, c'est qu'il dit aussi, et Damba vous l'a relevé, c'est qu'on ne peut pas, en fait, continuer à comparer un continent à un pays comme la Suisse. Le gros problème, c'est que l'Afrique est une réalité géographique, elle n'est ni une réalité politique, ni une réalité économique. Donc, quand on parlera de potentialité, alors qu'au niveau du vécu quotidien des Africains, au niveau des pays qui existent, il y a des questions qui sont très très difficiles à régler. La question, c'est de savoir pourquoi les Chinois sont capables d'avoir un projet d'économie globale, un projet de relations internationales globales, et nous, on ne peut pas. C'est ça, aujourd'hui, la grande question. Parce qu'on dit tout le temps, pendant des années, on a dit que l'Afrique avait, si vous voulez, des potentialités économiques. Mais aujourd'hui, si vous regardez la plupart des rapports qui sont sortis, y compris de l'apport McKinsey sur l'emploi, maintenant, tout le monde parle de ce qu'on appelle la dividende démographique de l'Afrique. C'est-à-dire que, alors que tous les pays développés ont une population qui vieillit, la population la plus jeune dans le monde, c'est la population africaine. Et probablement, la main-d'œuvre qui va être exportée sera une main-d'œuvre américaine et africaine. Et aujourd'hui, les grandes économistes internationaux parlent constamment de cette dividende. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de politique, y compris, en fait, les pays qui ont fait le plus d'efforts pour avoir un environnement économique attractif pour, en fait, l'investissement international, l'Afrique du Sud, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas à tous les étapes. Babou a raison. Aujourd'hui, les Occidentaux ont accès à nos ressources de la manière la plus facile possible parce que, justement, les classes dirigeantes africaines acceptent ce genre de complicité. Ça, il faut aussi le dire clairement. Aujourd'hui, on n'a pas un programme africain susceptible de porter un projet africain qui permette effectivement aux Africains d'être des partenaires au niveau international. Et ça, il faut l'admettre. Et travailler, à mon avis, travailler pour y arriver. Sinon, on n'y arrivera pas. Oui. C'est vrai. Et l'énorme défi aujourd'hui, c'est le défi interne. C'est pas le défi externe. Moi, que les Américains et les Indiens ou les Chinois, ça ne me dérange pas. Mais pourquoi nous, Africains, on n'est pas capable de venir à la table et de dire voilà ce qu'on veut et on va se battre pour ce qu'on veut? Ça fait 50 ans qu'on n'y arrive pas. Alors, Souleymane Bachir, on revient à vous après. Souleymane Bachir. Alors oui, sur cette question-là, je voudrais simplement contraster deux choses, deux numéros, tous les deux historiques, du journal The Economist, qui est un journal important auquel les investisseurs internationaux sont tout à fait attentifs. Il y a 10 ans, The Economist titrait sur l'Afrique en disant « The Hopeless Continent », le continent sans espoir. De manière plus récente, The Economist titre sur l'Afrique en disant « The Rising Continent », le continent qui est en train d'avancer, qui est en train d'émerger. Alors, je crois que si on parle de ce contraste-là, on peut éclairer la discussion que nous sommes en train d'avoir. Je crois que le professeur Ibader Thiam a raison sur un point important, qui est que l'Afrique, en ce moment, est perçue. C'est une question de perception. Or, dans les questions économiques, la perception est extrêmement importante. Le continent africain est bien entendu perçu comme un continent qui est une sorte de nouvelle frontière de la globalisation, de la mondialisation économique. J'ai été témoin, il y a quelques années d'ailleurs, à l'université de Brown, d'une discussion au cours de laquelle des investisseurs, des économistes qui avaient une position tout à fait éminente dans le précédent gouvernement de Bill Clinton, disaient on pouvait penser que l'investissement allait aujourd'hui se diriger massivement vers l'Afrique, à condition, et c'est là que c'est important, à condition que l'Afrique elle-même mette de l'ordre dans ses affaires. Cela veut dire que ce que Mamadou a dit tout à l'heure sur la responsabilité qui est la nôtre, de faire en sorte que nous saisissions des opportunités qui sont des opportunités réelles. Aujourd'hui, l'Afrique peut devenir un continent en émergence, mais quand on dit un continent, évidemment en émergence, c'est une manière de globaliser les choses qui ne signifie pas que tout le monde va y aller ensemble, parce que
comme dit Momodou, c'est une réalité géographique de l'Afrique, ce n'est pas une réalité politique ou économique. Quand on dira donc l'Afrique, on pensera à Afrique du Sud, on pensera à Nigeria, on pensera à un certain nombre de pays. Nous pourrions, si nous mettons de l'ordre dans nos affaires, nous au Sénégal, et si nous avons un projet cohérent de devenir, par exemple, une économie de services, etc., nous pouvons tirer également notre épingle du jeu. Il y a des choses qui dépendent de nous. Mettre en place la gouvernance qui nous permette de saisir les opportunités qui se présentent aujourd'hui pour demain, ça c'est un aspect tout à fait important de ce que nous devons faire. Faire en sorte que nous ayons des espaces qui soient des véritables espaces de développement économique et pas des espaces étriqués comme malheureusement nous en avons également beaucoup, c'est-à-dire mettre en chantier de manière effective des projets de régionalisation, ça aussi ça dépend de nous. Alors, si tout cela est à la merci évidemment de situations de crise comme ce que nous avons au Mali, ça nous prouve la fragilité au fond qui est la nôtre aujourd'hui. Nous sommes fragiles, nous sommes des pays dispersés, des souverainetés étriquées, donc des souverainetés fragiles, mais par ailleurs, les opportunités sont en train de frapper à nos portes. Revenons sur le cas de la Chine. Ce qu'on a dit de la Chine est vrai, ce que Dambabou a expliqué de la Chine est tout à fait vrai. Mais il ne faut pas oublier que la Chine nous a démarginalisés. Il y a un moment où on disait que l'Afrique était tellement marginale dans le commerce mondial que si nous autres Africains, nous sombrions corps et bien dans l'océan Atlantique, personne ne s'en apercevrait. Parce que nous pesions moins de 2% du commerce international. Il y a seulement quelques années, cela se disait beaucoup. Le monde nous aurait regretté pour notre musique et notre danse, mais c'est à peu près tout. Aujourd'hui, on ne dit plus la même chose. Aujourd'hui, on ne dit plus la même chose, et cela tient aussi à la manière dont la Chine, la présence chinoise en Afrique, a contribué à démarginaliser ce continent. Ce que le capitalisme ne supporte pas, c'est de laisser un seul acteur sur le terrain. Et quand la Chine est entrée aussi massivement sur le terrain, elle a ramené en quelque sorte un peu tout le monde. Le Brésil s'intéresse à l'Afrique. C'est vrai que pour l'instant, c'est plutôt l'Afrique anciennement portugaise, mais son intérêt ne s'en limite pas là. Le Brésil s'intéresse aussi, je pense, à notre pays, le Sénégal. Le professeur Ibader Thiam saurait cela mieux que moi. En tout cas, il est de son intérêt comme puissance émergente de s'intéresser au continent dans son ensemble. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Les potentialités sont là. Ces potentialités sont en train déjà de devenir réalité, mais l'essentiel du travail, ce n'est pas de compter sur le monde extérieur, c'est de compter sur nos propres forces et de mettre nos affaires suffisamment en ordre pour que les opportunités qui se présentent ne nous échappent pas. Madame, oui, rapidement, avant d'aller... Oui. Très rapidement. Je pense que le professeur Ibader Thiam a fait une description très très réaliste de ce que l'Afrique a subi pendant 3 siècles, ce qui nous a mis dans cette situation-là. À ce propos, je voulais faire 2 remarques. L'investisseur capitaliste, y compris la Chine qui est devenue un capitalisme d'État, n'investit pas sur le plan émotionnel pour réparer un tort. Ça, c'est de 1. De 2, c'est vrai que l'Afrique a subi quelque chose que notre continent a subi les derniers siècles, probablement. Mais l'Amérique, on a trouvé des populations sur le plan du drame humain. C'est tout un continent qu'on a rasé de sa population humaine, qu'on a tué. Mais l'Amérique est revenue. Je ne parle pas simplement de l'Amérique du Nord. Donc, d'autres continents ont subi des situations comme ça. Je pense que la formule du professeur Diouf est très pertinente, qui veut dire que l'Afrique est une réalité géographique. Elle n'est pas une réalité politique, elle n'est pas une réalité économique pour le moment, parce que nous n'avons pas de projet commun. Vous prenez le cas d'un pays comme le Mali, qu'on avait présenté un peu comme l'étoile filante de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Il a suffi qu'un seul capitaine se lève pour dire ça suffit, le président devait partir. En 2012. En 2012. Donc cela veut dire que, quand je dis que l'investisseur n'investit pas pour réparer des torts historiques, alors que depuis la disparition du mur de Berlin, c'est des capitalistes qui font le tour du monde. La Chine est devenue un capitalisme d'État qui investit là où c'est rentable, pas là où ils ont des devoirs moraux. C'est ça qu'on doit comprendre. L'Afrique a tout ce que tous les autres continents ont, sauf le leadership africain. On a des leaderships locaux
de quelques centaines de quelques millions qui ont des rois, qui se font appeler président de la République, et qui gaspillent tout sur les overheads. La gestion du pays nous coûte extrêmement cher. Les budgets les États sont les premiers clients de toutes les entreprises sur place. Ça, c'est pas viable. C'est pas viable. Les gens qui vont au Nigeria, c'est parce qu'ils ont du pétrole. Ça, c'est une économie de rente. Mais les gens qui vont au Ghana, c'est un peu l'or, un peu c'est la démocratie. Mais la Côte d'Ivoire qu'on avait présentée comme l'économie le plus solide, il a fallu la disparition de Houphouët-Boigny, comme on dit, gagnons-nous bolé. Et donc le pays a presque disparu avant d'essayer de revenir. Nous n'existons pas sur le plan politique, nous n'existons pas sur le plan des affaires. C'est ça qu'il faut régler. Et ça, c'est une question de leadership, ce n'est pas une question de potentiel économique. Professeur. Bon, je pense qu'il ne faut pas caricaturer les idées que les gens émettent. Personne n'a dit que les opérateurs économiques étrangers venaient investir sur la base de sentiments. Ça n'a pas de sens, c'est ridicule. Ça n'a pas été développé dans le débat que nous avons eu. Je pense que ce que Souleymane Bachir Diagne a dit me paraît tout à fait pertinent. Je voudrais dire également que dire que l'Afrique est une réalité, il n'y a pas de réalité politique en Afrique, il n'y a pas de réalité géographique, c'est totalement erroné. Je ne suis pas d'accord. Comment peut-on dire qu'il n'y a pas de réalité politique en Afrique? Alors que nous avons aujourd'hui des États qui vivent de façon tout à fait conséquente avec des institutions qui sont des institutions fiables, qui fonctionnent, qui se réunissent, qui ensemble conçoivent des projets, qu'ils le fassent avec des difficultés. Cela peut se comprendre. L'Amérique latine aussi en a connu. Elle continue d'en connaître. Aujourd'hui, au sein d'une structure telle que l'ALENA, il y a également des problèmes. Au sein de structures telles que le Conseil de coopération du Golfe, il y a des problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une réalité politique. La réalité politique, elle existe en Afrique. Parce qu'il y a une classe politique en tant que telle qui a conscience, n'est-ce pas, du destin de l'Afrique, de la place de l'Afrique dans le monde et qui se bat pour faire adopter cela. Mais il y a des obstacles. Il ne fait pas de doute que ce n'est pas un fait de hasard si le système colonial dès le départ a éliminé le Lumumba. Parce qu'il était le porteur des espoirs de tout un peuple. On a éliminé Thomas Sankara. On a éliminé Nkrumah parce qu'il était porteur d'un projet panafricain qui visait à créer un gouvernement panafricain. On a éliminé d'autres personnes, Kadhafi et tant d'autres qui se réclamaient du même objectif. N'est-ce pas? Je pense par conséquent que cela, il faut l'étudier de façon objective. N'est-ce pas? Dire aussi que nous ne sommes pas en réalité économique alors que le monde entier nous considère comme tel, ça ne me paraît pas du tout raisonnable. Maintenant, il y a des difficultés. C'est vrai qu'il y a une responsabilité qui nous incombe. Nous devons nous-mêmes faire face à nos propres problèmes. Mais encore, faudrait-il qu'on puisse le faire par rapport au contexte dans lequel on nous a placés. Les accords de Lomé, n'est-ce pas? Le fait que nous dépendions du franc CFA, le fait que nous ne soyons pas présents là où l'on décide du prix des matières premières, le fait que nous ne soyons pas présents là où l'on décide le prix des matières des produits manufacturés, le fait que nous n'ayons pas à l'OMC une place qui nous permette de faire valoir nos droits, le fait que nous soyons absents du Conseil de sécurité, le fait que nous disposions d'aucune position significative au sein du Fonds monétaire et de la Banque mondiale, voilà des réalités objectives qui empêchent un pays, un continent, quel qu'il soit, de pouvoir jouer pleinement son rôle. Quand on veut essayer de faire l'impasse sur cela, en disant seulement que les Africains n'ont qu'à prendre leurs responsabilités et régler les problèmes, mais si vous prenez vos responsabilités pour vous attaquer à ces questions-là, vous disparaissez. Tout régime africain qui s'attaque à ces questions-là, avec détermination et courage, et qui engage la bataille avec les autres États africains pour leur proposer de se lever comme un seul homme pour s'opposer à cela et éliminer systématiquement. Voilà la réalité. Et c'est cela qu'on ne dit pas. C'est cela qu'on ne dit pas. Ce ne sont pas les gens qui manquent sur ces questions. Les programmes politiques aussi des partis sur ces questions-là sont très nets. Mais chaque fois que vous voulez prendre l'initiative d'aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, on vous met les bâtons dans les roues. Ce n'est pas un fait de hasard si hier, Macky Sall s'est plaint du fait que la BCEAO a des taux qualifiés d'usuraires. Pour moi qui suis un historien, je peux vous dire une chose. La banque, il a dit d'abord usuraire d'abord. La Banque du Sénégal qui a été créée en 1853, elle a été constituée sur la base de l'argent qu'on a payé aux gens qui avaient des esclaves et dont on a libéré les esclaves. C'est donc avec l'argent des Sénégalais que ça a été créé. Eh bien, cette banque, dès 1901, ces 41 Saint-Louisiens signaient une pétition pour dire que cette banque était en train de les exploiter. Ce que je vous dis là date de 1901. N'est-ce pas? Ensuite, quand Galandou Diouf a lancé un projet visant à essayer de créer un capitalisme local
permettant d'acheter les graines d'arachide et de les acheminer directement sur Paris, sans passer par les maisons de commerce, ESCOA, CFAO, Morel-et-Prom, Barthès, etc., Biantesser, il a monté le projet qui était tout à fait viable. Il ne fallait que 2 millions de francs de financement. Les banques lui ont refusé. En 1945, quand Mohamed Hassan Ndoye avec Guiabert ont lancé le projet de créer une première société de transport aérien au Sénégal, c'est la banque qui leur a refusé également ces financements. Et jamais ces banques qui ont été installées ici n'ont joué un rôle véritable de moteur du développement. Elles ne courent pas de risque. Ce qu'elles veulent, c'est avoir des profits avec le minimum de risque. Voilà les réalités du néocolonialisme et de la domination étrangère que subit le continent africain. Cela, maintenant, évidemment, les Africains peuvent le résoudre. Ils peuvent le résoudre en s'organisant et en engageant la bataille qu'il faut pour ce faire. Et je pense qu'il faut engager cette bataille et parvenir à cette fin. Mais je voudrais que dans ce processus-là, on ne continue pas à les culpabiliser en essayant au même moment, n'est-ce pas, de couvrir d'un manteau, n'est-ce pas, d'impunité ceux qui sont à la base de ces mécanismes qui sont mis en œuvre, n'est-ce pas, et qui savent parfaitement comment ça fonctionne. Alors, professeur Mamadou Diouf. Je voudrais poser une question au professeur Iba Der Thiam, parce que pour moi, la question ce n'est pas, je répète ce que j'ai dit, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de réalité politique en Afrique. Au contraire, ce sont les réalités qu'il vient de décrire, ce sont les réalités du néocolonialisme, des réalités qui sont acceptées par des Africains. Elles n'ont pas seulement été imposées par les autres, qui font qu'on est dans la situation dans laquelle on est. Et c'est pour ça qu'effectivement, la plupart des gens qui ont été, en fait, qui se sont investis dans la construction d'une véritable Afrique et du panafricanisme ont été liquidés, y compris avec la complicité des Africains. Pour moi, ce qui est important, c'est de juger et de parler du rôle que nous, Africains, nous avons joué dans la condition dans laquelle on est aujourd'hui. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le professeur Iba Der Thiam a tellement bien décrit les mécanismes de la suggestion des Africains et de l'Afrique. Je ne comprends pas que lui, qui est à la fois un historien et qui a été politicien très actif dans l'histoire du Sénégal, pourquoi toutes les questions qu'il a soulevées, lui-même, n'a pas participé à leur résolution? Si, j'ai participé à leur résolution. Dans le programme électoral que j'ai élaboré. Mais c'est toujours là, vous avez été au pouvoir 12 ans. Non, attention. Bien avant 12 ans. Moi, je parle du moment où vous avez eu le vrai pouvoir et vous avez participé avec le président Ouattara. Depuis que j'ai commencé, je dis que je n'avais pas le pouvoir. Moi, je n'étais pas au pouvoir. Le président Ouattara était au pouvoir. Moi, je n'étais pas au pouvoir et ce n'étaient pas mes idées qui étaient mises en œuvre. Et vous étiez avec lui? Je suis désolé, c'était pas mes idées qui étaient mises. Je suis désolé, vous étiez avec lui. Mais je suis désolé, c'est pas parce que je suis avec quelqu'un que ce sont mes idées qui sont mises en œuvre. Tout le monde sait que dans tous mes écrits, dans tout ce que j'ai eu à publier, dans les programmes que j'ai élaborés, j'ai de tout temps eu à protester contre le fait que nous n'ayons jamais eu à faire face à ces différents problèmes. Jamais. Voilà. Et dans le programme électoral qui a été élaboré par la... Je vous ai entendu parler de Watt et de ses grandes réalisations, le nouveau génie. Mais il a fait de grandes réalisations, mais encore que nous ne sommes pas là pour parler de Watt. Je suis désolé. Bon, mais ça, un débat si vous le voulez sur ces questions. Je dis que moi, ces questions-là que je pose ne sont pas des questions de personne, c'est des questions de principe. Si tu veux un débat de personnel, tu viendras, on aura le débat personnel, toi et moi, parce qu'on se connaît. Ok, donc 39 minutes après 20h, vous suivez l'IDAM, la soirée électorale se poursuit, donc les regards tournés vers les États-Unis, Election Day, aujourd'hui le scrutin américain pour désigner donc le prochain vainqueur. Alors, direction les ambassades donc des États-Unis à Dakar, l'ambassade des États-Unis à Dakar avec notre reporter Moustapha Dieng. Moustapha nanga def alors yaa ngi foofu ambassade des États-Unis fii si Ndakaaru tey mu am foofu tamit soirée électorale di wax rek ne yéen a ngi déglu soirée électorale boo xamante ne fële si présidentielle États-Unis kii di Mitt Romney ak Barack Obama ñoom ñooy jongante pour ñu seet américains yi kan la ñuy fal ndax Barack Obama moom mooy continuer wala bokk Mitt Romney moom mooy jël ndam li lu am baam mooy ne foofu si ambassade tamit am na débat bu fa am naka la mbir yi tëddee.
waaw ni nga ko waxee noonu la Baye Omar ñu ngi nuyu ñi nga xam ne ñooy déglu ci Sud FM seen rajo ñu ngi fii nag ci benn hôtel La Place ndaxte foofu la ñu amal li nga xam ne mooy soirée électorale bi nga xam ne américains yi ñu ngi koy amal fii ci réewu Sénégal ni ki noonu nag mën nañu wax ne fu mu nekk nii am ndax fu mu nekk nii gan yi ñëw nañu ba noppi fu mu nekk nii ñu ngi commencé restauré wu di naan nag waxtaan gisee laata nag ñu tàmbali li nga xam ne mooy programme bi nag mën nañu wax nii la tëddee dina am ouverture boo xam ne mooy ambassadeur bi di Martin Luther King moo koy amal ni ki noonu dina am benn discours boo xam ne dina ko amal it bu noppee ci li nga xam ne mooy ouverture bi dina am ay concours boo xam ne concours culture générale la maanaam ngir waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu Amérique ak seen vote nu muy demee dina am maanaam it ba foo xam ne ban détente musicale la ak waa Fou Malade ak ñu muy àndal ni ki noonu dina am exposé bu mag boo xam ne ci débat bi lay tourné jëm ci wàllu histoire élection américaine ki nga xam ne mooy professeur Aboubacar Moro bu université Cheikh Anta Diop moo koy amal ginnaaw bi rek débat bi doog a ñëw débat bi nag mu ngi thème bi mu ngi toog ci relatif à la campagne électorale ki nga xam ne nag moo koy ñi koy animé professeur Ousmane Sène la bu waat West African Research Center ak professeur Penda Mbow professeur Ibrahima Seck ak monsieur Ali Fadi Ndiaye ñoo war a amal li nga xam ne mooy débat bi bu noppee nag ay booru 23 heures yooyu dinañ am li nga xam ne proclamation résultat yi nga xam ne jeux yi nga xam ne ñu nga fiy def ndax am na ay xeetu jeux yoo xam ne nga fiy def su ko defee nag ñu mën a xam ndax ñi fiy ñëw xam nañ bu baax mën nañu bu baax maîtriser li nga xam ne moom mooy maanaam culture américaine bi ak lépp lu jëm seen wàllu vote dem nag boor ay minutes yooyu noonu foofu la ñu war a jeexale li nga xam ne moom mooy événement bi ni nga ko waxee nag fu mu nekk nii mooy the G-Day mooy le jour J pour américains yi nga xam ne war nañu fal seen 45e président diggante Mitt Romney nekk républicain am ci toll ci at ci fukk ak juróom benn fukki at ak juróom ak Barack Obama am ci juróom fukki at ak benn lu ñu ci mën a wax mooy fu mu nekk nii nag sénégalais yi ñëw nañu ndax ci gën fi ñoo xam ne ay autorités lañu sénégalais yoo xam ne ñoo nañu fii invité ay ñoo xam ne journalistes lañu ak ay artistes yoo xam ne ñoo nañu fii lépp daal ngir mën a am dund ak américain li nga xam ne moom soirée électorale bi nga xam ne fu mu nekk nii ba di nga bokk ci jeu bi Moustapha waaw xam naa dinañ ci bokk na tax am na nga tax am tuuti ci wàllu maanaam culture américaine ndaxte xam nga bi ñu doon jàng ñi ngi nekk département anglais danañ fa jàng tuuti ci wàllu li nga xam ne mooy culture américaine tuuti voilà Moustapha Dieng di ñu toppal mbir mi foofu si ambassade États-Unis fii si Ndakaaru tamit organisé fa ab débat boo xamante ne ay experts ñu ngi foofu di wax rek ne di ngeen mën a déglu ambassadeur bi maanaam ci 6h30 donc nangu na def discours boo xamante ne Sud FM la koy njëkk a jógal fii si 6h30 foofu nag dina fekk ñu am lourde tendance yi ñàkkul ne boobu waxtu dinañu xam kan mooy gagner élection américaine yooyu le alors retour dans ce studio avec nos différents invités. Je rappelle que vous suivez la soirée électorale américaine avec nos différents invités, le professeur Mamadou Diouf de Columbia University, Bachir Diagne également, il y a également le professeur Albert Bourgi, le professeur Iba Der Thiam. Alors Albert Bourgi, finalement, va-t-on vers un nouvel ordre mondial à l'issue de ce scrutin d'aujourd'hui? Écoutez, je ne crois pas qu'on aille nécessairement vers un nouvel ordre mondial. Vous savez, ce nouvel ordre mondial, ça fait des décennies qu'on le revendique, et ça fait des décennies que malheureusement ce projet patine. Non, je pense ça personnellement, et là ça a été dit par là aussi nos amis américains, donc Mamadou et Bachir, et ça a été bien sûr repris par, je crois, nous tous ici, c'est qu'au fond la politique étrangère, la politique internationale n'intéresse pas fondamentalement les Américains. Les Américains, là je parle sous le contrôle aussi de nos amis, les Américains pensent qu'au fond l'Amérique elle est là, tout peut se faire ou doit se faire en fait sous son contrôle ou sous son égide. Je pense on parlait tout à l'heure des Nations Unies, les États-Unis d'Amérique n'ont jamais accepté, n'ont jamais imaginé un seul instant, par exemple, que leurs forces puissent participer à une opération de maintien de la paix qui serait placée sous l'égide des Nations Unies. Donc, bon, chaque fois qu'il y a eu une intervention, même validée par les Nations Unies, ça a été sous comment dirais-je, à travers une force multinationale qui était toujours dirigée par bien sûr un responsable militaire américain. Donc, je crois qu'on ne va pas vers un nouvel ordre mondial. Mais c'est vrai aussi que, à défaut d'un nouvel ordre mondial, c'est un ordre international qui est en plein chantier, Il y a des revendications qui sont très fortes, qui sont portées aujourd'hui par des pays émergents. Je sais pas, on parle ça, il y a des sigles qui viennent de partout. Le fameux BRIC, le Brésil, Russie, Inde, Chine, si on y ajoute également l'Afrique du Sud. Donc toute la question est de savoir, au fond, si
ces États, est-ce que vont pouvoir, avec l'aide des États-Unis, parce que ce sont les États-Unis d'Amérique qui ont la clé de tout cela. Il est évident que les changements qui peuvent intervenir dans le système international, tout à l'heure on parlait justement de ce fameux système international, et des changements qui susceptibles donc de toucher ce système international, ne peuvent l'être que sous la houlette, ou à l'initiative peut-être, ou avec le soutien, en tout cas, ou l'appui des États-Unis d'Amérique. Mais c'est vrai que Obama n'en a pratiquement jamais parlé. Moi, j'ai jamais entendu Obama, malheureusement. Je pense que dans les 4 prochaines années, les choses changeront ou s'imposeront aussi au président des États-Unis, que sera, enfin, on l'espère en tout cas Obama, en tout cas pour ma part, que ces changements se transformeront en réalité. On n'en prend pas toujours le chemin. Et pratiquement à chaque sommet des grandes puissances, G8, G15, je ne sais quoi, il est question, il y a toujours une note particulière sur comment dirais-je, les affectations nouvelles qui pourraient être apportées aux institutions internationales, aux grandes organisations internationales. Tout à l'heure, le professeur Ibn Dertiam mentionnait le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Qui dirige? Les Américains, à eux seuls, ont un droit de veto au Fonds monétaire international. Je crois qu'il est de 16 ou 17% des voix. Ça signifie qu'au fond, nouvel ordre international, ça suppose qu'au fond, qu'on prenne en compte finalement les intérêts de toute la planète et notamment de toutes les grandes régions du monde, ce qui n'est pas le cas encore, et encore aujourd'hui. Albert Bourgi, oui, dites-nous Albert Bourgi, cet isolationnisme américain dont on a toujours parlé, et qu'est-ce qui reste de cet isolationnisme finalement? Je crois que, si vous voulez, l'isolationnisme, celui notamment pour parler des décennies récentes de Reagan, n'a plus tout à fait cours en tant que tel. Plutôt que l'isolationnisme, je dirais plutôt l'unilatéralisme américain. L'unilatéralisme américain a été quasiment un concept qui a été forgé par Bush et qui s'est, je dirais pas répandu par la suite, mais c'est vrai que Obama a quand même modifié ou changé le regard que l'Amérique porte justement sur les relations internationales. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'isolationnisme. Il n'y a pas de véritable isolationnisme. L'Amérique, elle aussi, a ses problèmes économiques, un problème de débouchés, des problèmes de ressources, notamment de ressources énergétiques. Eh bien, l'Amérique est obligée aujourd'hui de s'ouvrir à l'ensemble du monde. Donc, l'isolationnisme, si vous voulez, l'isolationnisme se traduit plutôt sur le plan de la place qui est réservée aux États-Unis sur l'échiquier international. Je crois que la question principale aujourd'hui qui se pose, et j'ai écouté vraiment avec intérêt notamment nos amis qui suivent de près disons cette élection ou la vie politique aux États-Unis d'Amérique, c'est que la question centrale pour les États-Unis d'Amérique, c'est de transformer finalement leur puissance, disons, politique et militaire, leurs atouts dans ce domaine, en de véritables atouts économiques et financiers. Ils les ont sans aucun doute, mais désormais ils doivent les partager avec d'autres, et sans doute aussi que tout cela mériterait peut-être d'être régulé. Alors l'isolationnisme, c'est de refuser bien évidemment les changements qu'il faut apporter. L'isolationnisme également, c'est de ne pas accepter, par exemple, qu'une région du monde, puisqu'on parle beaucoup de l'Afrique, je ne reviens pas là-dessus, mais attendez, il y a 53, 54 États, je crois, avec le Sud-Soudan aujourd'hui, mais il y a 54 pays qui n'ont pratiquement qu'une place absolument infime, notamment de représentation, une infime représentation dans la plupart des organisations internationales, dans les organes précisément de décision. Là où se prennent précisément les engagements qui sont contraignants parfois pour l'ensemble des pays du monde et en particulier pour l'Afrique. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'isolationnisme, on ne peut plus parler d'isolationnisme américain. Les Américains sont un petit peu partout, mais pour autant, il y a toujours cette frilosité, c'est vrai, cette frilosité politique, cette frilosité stratégique qui conduit les États-Unis d'Amérique. J'ai vu récemment que les États-Unis songeraient même à élargir l'OTAN à des pays bientôt asiatiques et ne pas limiter simplement à l'Europe. Je sais pas, j'ai vu quelque part que la Mongolie, il me semble, j'ai vu ça quelque part. Je sais pas très bien ce que cela revêt comme signification d'ordre stratégique. Simplement, les Américains veulent véritablement rester
qu'ils sont, les États-Unis veulent rester ce qu'ils ont, c'est vrai, c'est-à-dire une puissance capable en quelque sorte d'orienter les débats internationaux, mais en même temps aussi les États-Unis d'Amérique veulent non seulement orienter les débats internationaux, mais dans le même temps tirer profit précisément de ces débats internationaux. Ces débats internationaux, oui, dame. Oui. Vous savez, oui. Moi je pense que le nouvel ordre mondial dont on parle ici, tel qu'on l'a posé dans les années 70, dans les années 80 et autres, c'est différent du nouvel ordre mondial qui est en train de se constituer. Ce nouvel ordre mondial va être régi par les rapports de force entre la Chine et les États-Unis. C'est ça la réalité. Bien sûr. C'est ça la réalité. Parce que, si vous voyez bien, je suis tout à fait d'accord avec mon ami Albert, que les États-Unis n'ont jamais été isolationnistes. Ils ne le sont pas, c'est-à-dire que la relation avec les autres a toujours été une relation unilatérale. Depuis qu'ils se sont débarrassés de la domination britannique, tous les rapports qu'ils ont eu avec d'autres pays, avec d'autres continents, c'est eux qui l'ont dicté, c'est eux qui l'ont façonné. Ce qu'on appelle ce fameux plan Marshall, ce n'était rien que de reconstruire l'économie européenne dévastée par la guerre, pour que cette Europe-là soit une cliente de l'économie américaine, de l'industrie manufacturière. Toutes les usines ont été pratiquement reconstruites par l'industrie américaine. C'est ça qui a donné cette puissance économique extraordinaire. Donc les États-Unis n'ont jamais été isolationnistes. Mais depuis donc la fin du communisme, si vous voulez, du côté des soviétiques en tout cas au moins, les États-Unis ont traversé une période à vide où tout le monde se cherchait comment on va reconstituer les rapports de force au niveau mondial. La Chine, pendant ce temps, qui se construisait depuis 1963, une économie capitaliste d'État, et donc est surgie là où les Américains ne l'attendaient pas. Aujourd'hui, les choses vont se faire entre les États-Unis et l'Amérique. Mais pour la première fois dans l'histoire, deux grandes puissances ont leur économie dépendante l'une de l'autre. C'est ça le problème. La Chine a investi sur les fonds de trésor américains plus que pratiquement toutes les sociétés d'investissement américaines ici aux États-Unis. La Chine possède plus de 41% des coupons de trésor sur la zone de l'Union économique européenne. Donc voilà, aujourd'hui, c'est des pays capitalistes qui font la concurrence sur le plan économique, mais qui sont imbriqués du point de vue de ces relations financières. Cela veut dire que le nouvel ordre mondial qui va se tisser dans les 10 ans, 20 ans à venir n'aura rien à voir avec ce qu'on a toujours présenté en théorie comme le nouvel ordre mondial qui prend en charge moralement les difficultés des uns, qui intègre les autres parties du monde. Ça ne se passera pas comme ça. Si on ne peut pas se positionner par rapport à ces nouveaux rapports de force entre la Chine et les États-Unis, et sur le plan de la périphérie des pays comme le Brésil et ce qu'on a appelé les dragons, et on s'est rendu compte qu'avec leur taille, ils ne pouvaient pas être d'un grand poids pour la définition du nouvel ordre mondial. Il faut que l'Afrique comprenne cela et se positionne par rapport à ça. Mais tant qu'on restera à justifier pourquoi nous sommes en retard, ça, tout le monde le sait déjà. On l'a appris. Tous les écoliers d'avant baccalauréat le savent déjà. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons résoudre cette situation avec les mêmes méthodes qu'on a utilisées pendant 5 ans. On prend les mêmes, on veut faire du nouveau, ça ne se passera pas. Alors oui, Mamadou Diouf et Souleymane Bachir Diagne sur cette nouvelle ordre mondiale, comment doit-il se dessiner finalement? Écoutez, je ne sais pas à qui faisait la question d'abord. Oui, Bachir, vous pouvez y aller. Très bien, très bien. Alors, je suis d'accord avec ce qu'ont dit mes amis tout à l'heure. Au fond, il y a une véritable tentation de l'isolationnisme, parce qu'encore une fois, il ne faut pas sous-estimer américaine devant les guerres qui se sont déroulées jusqu'à présent. Il y aurait une tentation de l'isolationnisme. Il y a ce discours-là qui est présent d'ailleurs dans la campagne électorale, parce que je prends simplement l'expression de reconstruction nationale. L'idée qui a été avancée par le président Obama, selon laquelle mettre fin à la guerre en Afghanistan, ça consiste aussi à économiser des sommes qui seront utilement réinvesties dans la reconstruction nationale pour répondre à la crise, la reconstruction des infrastructures américaines, etc. Donc ce discours isolationniste est tentant, mais Albert a raison, il est impossible de toute façon.
on tiendra le discours de l'isolationnisme, mais il y a des crises qui sont présentes et qui frappent à la porte. J'emploie quelques-unes. Il y a l'Iran. L'Iran est extrêmement important. Les deux prétendants à la présidence américaine, que ce soit Obama ou Mitt Romney, ont tous les deux insisté sur l'urgence qu'il y a à empêcher à tout prix, et en utilisant tous les moyens possibles, l'Iran d'acquérir la puissance nucléaire. Alors, est-ce que l'Iran est véritablement engagé dans la course à l'arme nucléaire? On ne sait pas, mais il semble que tous les deux présidents aient l'impression que ça se joue sur quelques mois, que l'Iran est à quelques mois simplement de la capacité de l'arme nucléaire. Donc voilà une crise qui empêche l'isolationnisme, quelle que soit la tentation. Il y a la Chine et sa présence économique, mais également militaire. La Chine a été très présente dans la discussion de politique étrangère entre le président Obama et le gouverneur Romney. Et ce qui fait l'urgence de la question chinoise, c'est les tensions qui existent à l'heure actuelle en mer de Chine entre la Chine et le Japon. Voilà donc une autre crise à laquelle il va falloir répondre et qui empêche l'isolationnisme. Il y a le fait que les printemps arabes n'en finissent pas de dérouler leurs conséquences. L'une de ces conséquences, c'est ce qu'on voit en Syrie. La situation en Libye n'est pas encore stabilisée. Les Américains, évidemment, ont perdu 4 hommes dans une crise en Syrie qui est toujours une crise assez chaude en ce moment et qui est encore fortement débattue. Qu'est-ce qui s'est passé à Benghazi? Avec quelles conséquences? C'est encore une question en suspens. Il y a à côté de chez nous la question malienne, évidemment, qui est toute la question sahélienne. On peut penser raisonnablement que cette question a été mise un petit peu sous les peignoirs pendant la campagne électorale américaine, mais elle va probablement rejaillir après les élections. Par ailleurs, il est de tradition que dans la politique étrangère américaine, un président qui aurait un deuxième mandat, alors ça c'est une hypothèse où ce serait le président Obama qui gagnerait ce soir. En deuxième mandat, il est de tradition, depuis Bill Clinton, en passant par George Bush, que le président américain engage une initiative majeure sur la question israélo-palestinienne, la question des deux États. Donc voilà encore une question qui va se poser de manière assez brûlante et qui empêchera la tentation d'isolationnisme de véritablement donner des effets. Et sur ce plan-là, je partage entièrement l'analyse qui a été proposée par... Oui, je suis d'accord avec Souleymane Bachoudjian. Et je pense que, disons, en plus de ces éléments qui montrent qu'il sera très très difficile pour l'Amérique en fait de se retirer, c'est, si vous voulez, une espèce d'oscillation entre des positions qui sont des positions plus ou moins de retrait et des positions qui sont des positions d'engagement. Et je pense que les 4 ans de Obama ont démontré effectivement la difficulté à tenir les deux bouts ou à trouver un équilibre. Mais ce qui est intéressant, comme disait Souleymane, c'est qu'il y a des crises qui vont nécessairement entraîner l'Amérique dans des positions qui sont des positions, disons, interventionnistes ou des positions globales. L'énorme question, c'est qu'en fait, cette présence américaine n'est pas véritablement vécue de manière dramatique en politique intérieure. En dehors des grandes crises comme l'Afghanistan, par exemple, ou ce qui s'est passé en Irak. Mais il n'y a pas, en fait, un vécu américain très fort sur cette question, sauf peut-être la question israélienne. Parce qu'il y a une énorme présence d'un électorat très puissant qui est l'électorat juif. Mais la deuxième chose, c'est que de plus en plus, Obama, en fait, a plus ou moins pris cette espèce de direction. C'est que comme la manière dont il mène la guerre, disons en Afghanistan et au Pakistan en utilisant des drones, il considère que la mise en place d'un système électronique de surveillance, la mise en place en fait d'aussi d'hommes de la CIA pour regarder le monde permet à l'Amérique de pouvoir effectivement
effectivement être toujours prêt à intervenir quand c'est nécessaire. Et c'est un peu ça qui crée la difficulté de comprendre ce qui s'est passé en Libye, parce que ce qu'on a découvert il y a quelques jours, c'est qu'en fait à Benghazi, il y avait une base très forte, qui était une base de la CIA. Mais la deuxième chose qui va être un élément très important pour le deuxième mandat de Obama, c'est aussi des questions internationales très importantes dont on a très peu parlé pendant la campagne électorale. C'est le changement climatique, le réchauffement de la guerre, le réchauffement en fait de la terre, etc., etc. Ces questions vont revenir, je pense, sur la scène politique internationale et dans l'engagement de l'Amérique. Et je pense qu'Albert a raison quand il dit que c'est effectivement l'ordre international en changé. Et l'Amérique est en train, comme je disais tout à l'heure, de repenser sa présence dans le monde. Et je pense qu'un deuxième mandat de Obama va aussi l'amener à s'engager. Mais il y a des limites. Par exemple, la limite la plus importante, on l'a vu, c'est Albert qui en parlait aussi. Obama a très peu parlé des institutions internationales. Alors que si vous vous rappelez les dernières années du mandat de Bush, ça a été le grand engagement de Bush avec l'ambassadeur Bolton aux Nations Unies. C'est-à-dire réimaginer. Obama, à un moment, l'une des rares choses qu'il a faites à un moment, ça a été d'envisager la possibilité d'avoir un président de la Banque mondiale qui ne serait pas américain. Ou l'éventualité de sélectionner le président de la Banque mondiale sur la base de son CV, c'est-à-dire sur la base de la compétence. Mais on a vu ce qui s'est passé dans le contexte électoral, il a reculé. Il a été obligé de prendre, effectivement, d'imposer, si vous voulez, un président américain, alors qu'il y avait, semble-t-il, la meilleure candidate et l'actuel ministre des Finances du Nigeria, Ngozi Iweala, qui était la managing director de la Banque mondiale. Donc il a reculé sur cette question-là à cause des incidences qu'un tel choix aurait pu avoir sur les élections américaines. Je pense donc que en dehors des grandes questions dont Bachir a parlé, plus la question du changement climatique, je pense que si Obama est réélu, sa présence sur la scène internationale sera beaucoup plus importante. En particulier, c'est une excellente opportunité pour lui de démontrer qu'il mérite bien, en fait, son prix Nobel de la paix. Bachir, oui. Je voudrais dire deux mots. Oui, rapidement, oui, Albert, oui. Simplement revenir un instant sur, et justement poursuivre un petit peu par rapport à ce qu'ont dit Bachir et Mamadou, et à savoir, et Dame Babou, c'est que les tentations isolationnistes sont toujours permanentes aux États-Unis. Elles sont presque inhérentes au système américain. Parce que les Américains ne veulent absolument pas que le multilatéralisme, par exemple, vienne enfreindre le fonctionnement des institutions. On ne peut pas imaginer un seul instant que les institutions américaines ne soient pas maîtres de leur politique, maîtresses de leur politique internationale, etc., de la politique internationale des États-Unis. Mais pour autant, ces tentations isolationnistes, aujourd'hui en tout cas, elles sont incompatibles avec les exigences sécuritaires. Du coup, les États-Unis sont plutôt balance entre l'envie en quelque sorte ou la volonté éventuelle d'intervenir, bien évidemment, c'est que bien évidemment aussi Barack Obama n'a pas voulu justement s'engager dans cette direction, mais aussi pour autant à défaut d'intervenir directement, d'être présent justement à travers des comment dirais-je, des présences militaires limitées. On parlait du Mali. Mais au Mali, tout le monde sait qu'il y a des accords qui ont même été signés entre les États-Unis d'Amérique et le Mali, qui autorise l'usage d'un aéroport au nord du Mali par l'armée américaine, par l'aviation américaine. Il y a tout un corps de militaires. C'est comme la même chose d'ailleurs du côté français. Du côté français, tout le monde sait qu'il y a des dizaines ou des dizaines de militaires français présents là-bas, je sais pas, des commandos spéciaux. C'est la même chose également au Burkina Faso. Vous avez, je crois, tout ce qu'ils appellent le commandement opérationnel, je ne sais quoi, spécialisé, le COS, c'est-à-dire formé d'officiers particuliers. Donc les Américains
à la fois, aujourd'hui, en tout cas, Obama, ça a été un petit peu sa marque personnelle depuis 4 ans, et notamment au cours de ces 2 dernières années, c'est de ne pas intervenir, de refuser justement d'entrer dans l'engrenage d'une intervention militaire directe, y compris lorsque c'est autorisé par les États-Unis d'Amérique, mais dans le même temps, de développer d'autres modes de présence militaire qui ne soient pas nécessairement des modes de présence purement et simplement institutionnels. Oui, mais c'est ça la grande différence, je pense, aujourd'hui en Amérique, au point de vue de l'ordre, au point de vue de l'intervention. Il y a des gens tels que le sénateur McCain qui considèrent qu'il faut envoyer des soldats, il faut avoir une présence militaire. Et il y a en fait Obama qui semble écouter en fait les grands stratèges du Pentagone qui considèrent qu'effectivement, en fait, l'Afghanistan va être la dernière grande guerre américaine, que les Américains peuvent intervenir électroniquement. Donc, aujourd'hui, le débat stratégique aux États-Unis, c'est ça, entre ceux qui pensent qu'il faut une présence physique de soldats et ceux qui disent qu'on peut intervenir partout, parce qu'on dispose de moyens électroniques qui nous permettent de régler, qui nous permettent, et McCain est devenu le symbole de cette vision, et même, comment il s'appelle, Romney en a parlé, et Obama a fait un truc ironique très marrant. Romney a dit ce qui montre que Obama est en train de détruire l'armée américaine et sa force d'intervention, c'est que l'armée américaine a moins de bateaux. Et Obama a dit le candidat Romney ne se rend pas compte que en fait ce n'est plus les navires de guerre qui font la différence. Dambabou, on laisse le professeur Iba Der Thiam réagir rapidement.